Nationales de la RDC renforcent leur contrôle sur Bunagana et d'autres localités reprises au M23 cette semaine. Le mouvement rebelle rejette toujours la thèse de la défaite militaire, insistant sur sa volonté d'éviter un bain de sang dans les centres urbains du Nord Kivu. C'est ce qui expliquerait son retrait hors des villes vers lesquelles s'avançaient les FARDC soutenus par la force onusienne, explique le directeur adjoint du département des communications du M23, Lawrence Kingston, joint par Cherubin Dorsi, la Kampala, capitale de l'Ouganda. Comment est-ce que nous connaissons très bien la ville de Kibumba, de Kiwanja, la ville de Rutshuru, comment elles sont surpeuplées. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le guérilla pendant que nous savons qu'il y a beaucoup de populations là-bas? On était obligé de nous retirer et la MONUSCO qui venait en appui avec les FDLR et les Maïmaï, ensemble, en civil. Comment est-ce que vous pouvez distinguer que celui en civil ici, c'est quelqu'un des FARDC et l'autre c'est seulement un Maïmaï ou bien c'est l'autre c'est un cambrionnaire? Donc ça va être difficile de juger. Et parmi la MONUSCO, il y avait des Tanzaniens qui avaient des tenues des FARDC, il y avait des FDLR qui avaient des tenues des FARDC. C'était un cocktail. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce temps? On pouvait dire que non, voilà, c'est mieux qu'on puisse se retirer. Et puis voir la situation par après, c'est pourquoi on s'est retiré des villes. S'ils disent que nous avons bâti, ok, tant mieux. Mais nous nous sommes retirés pour sauver les vies des gens. Peut-on parler de la défaite du M23 face au FARDC? Je ne vais pas entrer en polémique, et ce que je vais vous dire, c'est moi qu'on est ici à Kampala pour parler. Et nous sommes toujours au Congo, on n'a jamais quitté le Congo. Le M23 est toujours au Congo, et nous avons libéré ces villes-là. Il n'y a pas eu de bataille. À Bunagana, il n'y a pas eu de bataille. À Rutshuru, il n'y a pas eu de bataille. Alors qu'on nous dise, est-ce qu'on s'est battu à Rutshuru? On s'est retiré. Toute négociation présuppose des concessions. Alors, quel intérêt a Kinshasa à faire des concessions au M23 quand déjà le M23 n'occupe pratiquement aucune position importante sur le terrain? Bon, voyons voir. Vous êtes bien journaliste, posez la question au gouvernement congolais et vous le diront. Nous sommes ici pour les négociations. Est-ce que le M23 va continuer la lutte armée? Les causes profondes qui ont créé le M23 ne sont pas encore résolues. Il faut une solution politique. Nous voulons que les causes profondes soient résolues et que la situation soit réglée et qu'il y ait la paix chez nous. Parce que la situation aujourd'hui, on parle seulement de l'Est du Congo. Mais vous regardez dans le Congo, vous allez voir partout au Congo, il y a des problèmes. Dans les Kassai, il y a plein de problèmes. Dans les Bas-Congo, n'en parlons même pas. Les Bundi Congo n'existent même plus. Et dans les Bandounou, n'en discutons même pas. Et avec les Katakatanga dans les Katanga, il y a toujours des problèmes. Donc vous regardez seulement à l'Est du Congo en disant que non, les M23 fait ceci. Mais c'est la mauvaise gouvernance du gouvernement congolais. Mais ce n'est pas la bonne volonté de résoudre les problèmes. Nous sommes là, à Kampala, pour résoudre les problèmes et trouver une solution, une paix durable pour notre population ici à Kampala. Mais vous admettrez peut-être qu'en perdant vos positions à Bunagana, à Rutshuru et ailleurs, vous perdez aussi dans le rapport de force face à Kinshasa. Pour savoir là où M23 a commencé, c'était où, et M23 aujourd'hui, regardez sur la carte la position de M23 aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, où se trouve M23, là où se trouve Rutshuru, là où se trouve Kiwanja, et puis là où se trouve Bunagana. Vous allez voir, le M23 est toujours aux environs. Nous sommes là, on nous a demandé de déposer les armes. On cherche à déposer les armes, on nous a battus. Alors, le triomphalisme du gouvernement congolais, je ne sais pas là où ça va partir. Lawrence Kingston, un porte-parole du M23, était joint à Kampala en Ouganda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise et la force d'intervention des Nations Unies poursuivent leur offensive contre les derniers retranchements du M23. Les combats se concentrent autour des collines de Shanzu et Runyoni, à 90 km au nord-est de Goma, à la frontière avec l'Ouganda. L'armée continuait hier de pilonner ces collines considérées comme stratégiques pour la rébellion. Entre-temps, dans les localités déjà conquises, les autorités provinciales du Nord Kivu multiplient les visites de réconfort et elles annoncent en même temps plusieurs plans d'aide aux populations. Précision avec Paulin Bachengezi. Les forces armées congolaises ont lancé un assaut final sur le dernier bastion du M23 dans les collines de Tchanzu et Runyoni, à la frontière avec l'Ouganda. Des opérations qui ne seront pas du tout faciles du fait de la géographie compliquée, constituée d'une forêt dense et des bananiers. C'est aussi de ces collines qu'est née la rébellion il y a 20 mois. Le porte-parole des FARDC, le colonel Olivier Amouli, affirme que les affrontements vont se poursuivre, mais veut toutefois offrir une chance aux rebelles qui veulent s'y rendre. Le terrain est toujours favorable aux FARDC.
Et à ceux-là qui veulent se rendre, ils sont la bienvenue auprès des FARDC ou à la MONUSCO. Si ce sont des Congolais qui déposent les armes, nous allons les accueillir. Ça ne sert à rien qu'ils puissent perdre leur vie inutilement pour la cause des leaders qui les prennent en otage. Entre-temps, à Kiwanja et à Bunagana, dans les territoires de Rutshuru, les autorités provinciales du Nord Kivu annoncent des mesures d'assistance aux populations civiles. Outre l'exemption au paiement des taxes jusqu'en décembre 2013, Adel Bazizana, ministre provincial de l'Éducation, a une autre nouvelle. J'en appelle à nos compatriotes qui ont intégré le M23, qui rentrent à la maison. Nous sommes prêts à les accueillir. Ils se sont égarés et nous sommes prêts à leur pardonner. J'en appelle aussi à la population. Ce n'est plus le moment de nous pointer du doigt. Tel était dans le M23. Aimons-nous et reconstruisons notre pays. Pour sa part, Marie Chematsi, ministre provinciale du Plan, appelle la population de ces localités libérées à éviter les règlements des comptes. Nous sommes venus adresser un message de réconfort à la population. Maintenant que la guerre est finie, il est temps de se mettre au travail. En rapport avec les frais scolaires, j'ai instruit le responsable de l'enseignement de Rutshuru. Il n'est plus question de chasser les élèves des cours pour raison de primes. Je décrète la gratuité de l'enseignement ici. Alors que l'armée et les forces de la MONUSCO poursuivent leur ratissage à la recherche des derniers rebelles, les habitants qui ont fui les affrontements dans les camps des réfugiés près des Goma regagnent déjà leur village. Paulin Bachangezi, des retours de Kiwanja, pour la Deutsche Welle. Et l'Union européenne exhorte le gouvernement de la RDC ainsi que le mouvement rebelle du M23 à achever leurs négociations pour permettre le démantèlement de ce groupe armé. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo et la situation dans l'est du pays au 8e jour d'une offensive contre la rébellion du M23. Eh bien, l'armée se battait toujours hier contre le dernier bastion militaire du M23. Et cela dans plusieurs localités du Nord Kivu, dans la mesure où depuis hier, les derniers éléments ont fui dans les collines, ce qui rend la progression du coup de l'armée plus compliquée. Léa Elisabeth Roff, vous êtes la correspondante de RFC Kinshasa. Vous êtes en direct. Où en est-on? Là, à l'heure où nous parlons, quelles sont vos dernières informations? Eh bien, quelques centaines d'irréductibles du M23 sont toujours retranchés sur ces collines agricoles de Tchanzu, Runyoni et Mbuzi, à près de 2000 mètres d'altitude, des collines proches de la frontière rwandaise et ougandaise, à une vingtaine de kilomètres plus au sud de la ville frontalière de Bunagana. Mais selon le gouverneur de la région, Julien Paloukou, une colline, celle de Boujina, qui surplombe Mbuzi, est depuis hier soir sous le contrôle des forces armées. Aujourd'hui, à la mi-journée, l'offensive n'avait pas encore reprise, mais comme hier, l'armée compte pilonner ces collines pour obliger les derniers éléments du M23 à déposer les armes ou à se rendre. Première conséquence de cette offensive, c'est le nombre de déplacés qui rejoignent la frontière. Selon le HCR, plus de 10 000 Congolais se seraient réfugiés en Ouganda voisin depuis le début de ces combats il y a une semaine. Des réfugiés qui attendent évidemment impatiemment que les armes se taisent pour pouvoir rentrer chez eux. Enfin, l'autre sujet de préoccupation aujourd'hui, ce sont ces cas de violence et de représailles signalés dans la ville de Kiwanja, notamment à 70 km de Goma. Selon des ONG locales, des personnes soupçonnées d'avoir travaillé avec le M23 auraient subi des attaques avec des cas de viol et de pillage. La mission des Nations Unies au Congo enquête à l'heure actuelle sur ces signalements, mais c'est vraiment une inquiétude qu'après le retour des autorités suivent des règlements de compte ici. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce soir, la République démocratique du Congo, un porte-parole militaire congolais, a confirmé à la Voix de l'Amérique que les combats ont cessé ce vendredi dans l'Est, non loin de la frontière ougandaise, où les FARDC sont à la poursuite d'éléments du M23 qui se sont réfugiés dans quelques localités suite à leur défaite dans plusieurs villes, dont Bunagana. Soutenue par la force des Nations Unies, l'armée nationale a pu reprendre le contrôle de toutes les positions occupées par les rebelles depuis l'année dernière. L'accalmie de ce vendredi serait aussi une réponse à l'appel du facilitateur ougandais de la négociation de Kampala, le ministre de la Défense Crispus Kionga, qui essaie de mettre au point un accord final entre les deux parties. Hier, un membre du M23 a dit à la Voix de l'Amérique que la délégation du groupe est dans la capitale ougandaise, poursuivant les contacts. Et cet après-midi, le porte-parole du gouvernement congolais a réitéré la détermination de Kinshasa à trouver une solution politique au conflit et a signé un accord à Kampala en dépit des revers infligés aux rebelles. Écoutons le ministre Lambert Mende Omalanga. Nous avons un intérêt certain à ce que
nous obtenions de ces membres du M23 un engagement politique définitif en ce qui concerne la rénonciation par eux à tout recours à la force. C'est ça qui nous préoccupe. Nous voulons économiser les vies humaines. Et nous savons que la simple victoire militaire sans un engagement politique de leur part risque de nous exposer dans un délai plutôt court à de nouvelles expériences que nous ne voulons plus vivre dans notre pays. C'est pourquoi nous estimons que Kampala doit arriver à ses conclusions. Nous avons besoin de cet engagement-là. Vos propos rejoignent, Monsieur le ministre, ceux de plusieurs acteurs internationaux, par exemple l'Union européenne, qui souhaitent que Kampala aboutisse. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait en ce sens, puisque les conversations ont été suspendues? Les conversations devraient reprendre incessamment dans la mesure où nous sommes déterminés à parachever ce qu'on a commencé depuis un certain temps. Et si la rébellion est dans la même disposition d'esprit et ne vient pas avec des exigences qui violent la Constitution, le droit international ou encore la souveraineté de la RDC, je ne vois pas bien pourquoi il reviendrait avec ces caprices-là. Les choses devraient aller très vite. Nous sommes déjà début novembre, Monsieur Mende. Quand peut-on s'attendre à une reprise des pourparlers à Kampala? Je pense qu'en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à y aller à tout moment. Maintenant, il y a un organisateur, c'est le facilitateur ougandais. Dès qu'il lance les invitations, les choses seront en place. Selon les informations que vous avez reçues de l'Est, comment est la situation à l'heure où nous parlons? Nous sommes en train peut-être d'atteindre le point final des opérations, parce que tout se passe maintenant dans un petit triangle de Tchanzu, Mbuzi et Runyonyi, des petites localités de montagne à l'extrême est, c'est-à-dire juste à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est là que se sont repliés les résidus des forces du M23. Nous ne pensons pas qu'ils dépassent 200 unités. Et donc, je ne pense pas qu'ils puissent résister longtemps. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC que j'ai joint à Kinshasa, rappelant que les pourparlers de Kampala avaient été suspendus par Kinshasa qui refuse d'amnistier et de réintégrer dans son armée tous les éléments du M23. Et nous restons en RDC pour la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. Charlie Kasereka pour 100 citoyens journalistes et ville de Goma. Dans la ville de Goma, les transports en commun viennent d'être modernisés par 61 voitures qui ont été mises sur la circulation ce 1er novembre. Cérémonie qui a été organisée par la mairie de la ville de Goma et l'initiateur de cette action qui est un entrepreneur ici dans la ville touristique. Ces voitures seront conduites par des jeunes hommes la nuit et la journée par des jeunes femmes. Question de promouvoir les capacités féminines et création de l'emploi chez les jeunes. L'initiative est d'un jeune gomatracien qui a une association qui facilite l'achat et la vente des véhicules. Soutenu par la mairie de Goma, le maire de la ville, Nasson Koubouya-Ndole, a encouragé cette innovation en disant que ça va non seulement diminuer les cas de banditisme occasionnés par les taxis motos dans la ville, mais aussi c'est une occasion pour plus de 120 personnes de trouver de l'emploi et d'aider indirectement d'autres personnes. Narval Mabila Lubumbashi, mardi aux environs des 3 heures du matin, les retentissements nourris à l'arme automatique et à l'arme lourde sont entendus jusqu'aux environs de 5h30 du matin. Toute la ville était en panique. Il était difficile de localiser avec exactitude le lieu du déroulement des affrontements et d'identifier les adversaires des frères d'essai. Ces événements se déroulaient au quartier Kigoma, à plus d'1 kilomètre du centre-ville, au dépôt avancé des armes de la base logistique qui était attaqué au même moment que la résidence du commandant bataillon de la police militaire. Une confusion plane autour de l'identité des assaillants, du bilan des affrontements, du déroulement des événements. La version des officiels privilégie la piste de Maïmaï Katakatanga sur base de corps trouvés sur les champs de bataille. Une version parle d'une fraction de militaires en colère sur base de l'armement et du moyen logistique, tandis que les habitants des Oabora donnent la version d'un groupe d'hommes armés parlant une langue étrangère. Sur les bilans, on parle de 3 morts du côté Maïmaï et de blessés, tandis que du côté FRDC, il y aurait plus de 7 morts et de blessés. Vu le nombre de morts, ça a été à la base du soulèvement des femmes militaires et de leurs enfants qui dénoncent la précarité et l'envoi à la mort par les politiques qui connaissent les tenants et les aboutissants. Dans l'anonymat, les militaires qualifient de héros les caporals Fabien Mbouyou Chichikou pour avoir réclamé
la misère de militaires lors de son opération de fusillade en plein centre-ville et même... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sans surprise, la République démocratique du Congo revient à l'avant-plan de cette actualité africaine. Nous commençons, Marie-Ange, par l'offensive éclair et pour l'instant victorieuse de l'armée congolaise contre les rebelles du M23. Ce fut, écrit la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'une des rares bonnes nouvelles en provenance de l'Est du Congo. Elle a été transmise au Conseil de sécurité de l'ONU par le chef de la MONUSCO, l'Allemand Martin Kobler. Les rebelles du M23 qui terrorisent depuis plus d'un an l'Est du Congo sont militairement vaincus. De fait, poursuit le journal, depuis le 25 octobre, cette troupe forte d'environ 6000 hommes a essuyé défaite après défaite face à l'action combinée de l'armée congolaise et de la force d'intervention rapide de la MONUSCO. Entre-temps, note la FATS, l'ambassadeur de France à l'ONU, comme l'envoyé spécial du département d'État américain pour la région des Grands Lacs, ont appelé à la reprise immédiate des négociations de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23. Appel motivé par la crainte de l'imprévisibilité du président rwandais Paul Kagame. Ce dernier refuse de renoncer à son influence dans l'Est du Congo et aux avantages économiques qui en résultent. Malgré une pression internationale massive, il ne cesse de financer de nouveaux groupes rebelles. Mais, souligne le journal, jusqu'à présent, le gouvernement de Kinshasa est resté sourd aux appels à la négociation avec les rebelles. Il est appuyé en cela par la population, car l'une des raisons pour lesquelles le Kivu est devenu un réservoir de coupeurs de têtes de toutes sortes et l'incapacité notoire de l'armée congolaise. Jusqu'à présent, n'importe quel groupe armé pouvait être certain d'engager un jour ou l'autre des négociations avec le gouvernement de Kinshasa et d'encaisser de l'argent. C'est devenu depuis longtemps une affaire lucrative dans l'Est du Congo. Mais la défaite du M23 n'est qu'une étape, Marie-Ange, il en faudra plus, estime la presse allemande, pour instaurer la paix dans le Kivu. Allégresse dans tout le Congo, lit-on dans Die Tageszeitung, l'armée gouvernementale vole de victoire en victoire. Les rebelles du M23 sont en train de perdre leur statut de gouvernement parallèle dans l'Est du Congo, car même s'ils poursuivent leur combat comme groupe de guérilla, ils se retrouvent maintenant au même niveau que les multiples milices d'autodéfense qui sèment l'insécurité dans la région. L'Est du Congo, poursuit le journal, n'était pas en paix avant le M23, il ne le sera pas plus après. La région tout entière reste un patchwork d'intérêts divergents. Vaincre militairement un groupe ne change rien au conflit sous-jacent, ou bien il s'exprimera d'une autre manière, ou bien il couvra dans les mémoires pour éclater de nouveau à la prochaine occasion. Conclusion du journal, un vaste processus de paix et de dialogue est indispensable dans l'Est du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Mozambique, un détour tout d'abord par la République démocratique du Congo où l'armée multiplie les succès militaires face aux rebelles du M23. Elle a en effet pris cette semaine le contrôle de plusieurs localités qui étaient depuis des mois aux mains des rebelles. Il s'agit notamment de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. Avec ce regain de tension dans l'est de la République démocratique du Congo, peut-on parler de la fin des discussions de Kampala? Non, dit Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais que je vous propose d'écouter. Oui, les discussions à Kampala ne sont pas terminées. Nous les appelons à venir parce que nous avons besoin qu'ils s'engagent tous sur une autre voie et que cela se confirme par cet accord politique que nous considérons comme devant venir consolider le succès militaire. Qu'ils cessent toute activité militaire, qu'ils dissolvent leur groupe armé. Voilà l'appel du Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais aux rebelles du M23. Lambert Mende qui a été joint jeudi dernier par Carole Assignon. Bob Barry, que valent désormais ces discussions de Kampala?
Écoutez, la main sur le cœur, je pense que Kinshasa est en train de jouer et à la fois la politique de la carotte, mais aussi du bâton. Kinshasa qui fait des progrès incroyables dans l'est de la République démocratique du Congo, avec notamment l'appui de la MONUSCO. Aujourd'hui, l'ONU jure aussi la main sur le cœur que c'est fini pour les rebelles du M23. Mais est-ce qu'à Kampala, on peut s'attendre désormais à quelque chose de concret? Écoutez, lorsqu'on a occupé une position aussi stratégique, lorsqu'on a gagné des combats aussi stratégique, je pense que Kinshasa a intérêt de poursuivre les négociations, mais je ne pense pas que les autorités congolaises soient obligées d'aller vers ces négociations maintenant en se précipitant. Elles sont en position de force. Elles sont en position de force et voilà. Fréjus, comment pourrait-on expliquer ces succès militaires de l'armée congolaise face aux rebelles du M23? Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu l'armée congolaise dans une telle posture, dans une posture favorable. Si l'armée congolaise réussit cet exploit, en fait, c'est aussi avec le soutien des forces de l'ONU. Il y a la MONUSCO d'abord, dont le chef Martin Kobler, qui est un Allemand, qui est nouvellement arrivé, a dû marquer un tournant dans l'action de cette force de l'ONU dans l'est de la RDC. Mais il y a aussi la brigade d'intervention rapide composée d'éléments de la Tanzanie, d'Afrique du Sud, qui sont également déterminés. Donc je crois que c'est la somme de tous ces éléments qui permettent à l'armée congolaise aujourd'hui de pratiquement occuper les territoires qui ont été, disons, raflés depuis 1 an à peu près par cette rébellion du 23 mars. Mais on attend de voir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il y a des populations qui sont dans l'est de la RDC qui ont dû migrer vers le Rwanda, qui sont des réfugiés dans des camps au Rwanda et qui doivent rentrer. C'est une préoccupation que le Rwanda, de façon très légitime, avait toujours rappelée et qui constitue l'essentiel de la crise, en fait, qui a toujours troublé l'est de la RDC. Voilà. Alors, avec vous, professeur Bintougou, un mot sur ces derniers développements de la situation dans l'est du Congo. On dit qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est votre avis également? Il faut dire qu'il faut saluer le succès de la nouvelle génération des interventions dans le cadre du maintien de la paix décidées par la communauté internationale, notamment l'ONU avec des actions robustes. Depuis de longues années, l'ONU est tout de même présente dans l'est du Congo. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est la nature des mandats. C'est-à-dire que c'était des forces d'interposition, c'était des forces de maintien de la paix. Ce n'étaient pas des forces qui étaient autorisées à utiliser des armes lourdes. Donc, de riposter en quelque sorte et de mener des offensives. Aujourd'hui, on a bien vu que cette stratégie, ce changement de paradigme dans la nature des interventions des Nations Unies a commencé à porter ses fruits en République démocratique du Congo. Alors, l'erreur aujourd'hui serait que l'on abandonne les négociations. Parce qu'un conflit comme celui-là a des cycles. Le fait que le M23 se soit dispersé ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir à la charge dans quelques années, d'ici quelques mois, pour mieux se préparer. Surtout, il faudrait que la République démocratique du Congo discute un dialogue franc avec le Rwanda pour pouvoir régler cette question des réfugiés. Le mouvement M23, on le sait très bien, a souvent été manipulé par les pays voisins pour pouvoir déstabiliser le Congo comme une forme de chantage. Merci à vous, professeur Bintougou, pour ces premiers commentaires. Merci également à vous, Fréjus et Bobo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du 23 mars sont désormais prises en étau dans le nord-est du Congo, Kinshasa, et ce par l'armée congolaise, appuyée par les casques bleus de l'ONU. Ces irréductibles sont rassemblés sur les hauteurs de leur ville-fief de Bunagana, au nord de Goma, la capitale provinciale. Les combats se poursuivent, nous dit Léa Lisa Westerhoff, en ligne de Goma. Les combats se concentrent sur une dernière place forte, les collines de Tchanzu et Runyoni, tout près de la frontière rwandaise. C'est là que sont retranchés les derniers irréductibles du M23, entre 200 et 300 rebelles selon des sources militaires. Leur chef, Sultani Makenga, pourrait en faire partie. Depuis ce matin, les combats ont repris, l'armée congolaise avance pas à pas et se prépare à donner l'assaut. Les FRDC tirent toujours à l'arme lourde pour forcer les rebelles à fuir ou à se rendre. En face, le M23 riposte, le M23 qui a aussi visé un hélicoptère de la MONUSCO hier. L'idée, c'est de prendre ces rebelles en étau, des deux côtés à l'est sur la frontière avec le Rwanda, mais aussi sur le flanc ouest, pour éviter toute porte de sortie à la rébellion. Mais la configuration sur le terrain est toujours aussi compliquée, très proche de la frontière rwandaise, avec des rebelles aguerris qui connaissent parfaitement le terrain et ont consolidé leur position.
Ce matin, il ne donnait aucun signe de vouloir se rendre. Léa-Lisa Vesterhoff, Goma, RFI. Sur le front diplomatique, sachez que le ministre des Affaires étrangères donc de la RDC, Raymond Tshibanda, est retourné ce samedi à Kampala, où Kinshasa et les rebelles donc du M23 dialoguent depuis plusieurs mois, tant bien que mal, donc pour trouver une issue pacifique donc à cette crise armée. Par ailleurs, l'Union européenne prône une solution diplomatique entre Kinshasa et le M23. L'UE qui a appelé hier les deux parties à conclure donc leurs négociations de paix à Kampala en Ouganda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Appelez-nous, rejoignez-nous pour débattre sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo où depuis maintenant une semaine, l'armée régulière inflige des revers aux rebelles du M23. D'ailleurs, hier, l'armée a pris le contrôle de Bunagana, le fief politique de la rébellion, poussant ainsi les combattants à se réfugier dans les collines alentours, voire même, selon certains témoins, en Ouganda, ce que dément le président du M23. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. Aucun de nos militaires n'a passé la frontière, a déclaré Bertrand Bisimwa. D'ailleurs, le M23 assure que sa déroute n'est nullement un signe de faiblesse, mais plutôt un repli tactique. Qu'en pensez-vous? Nous allons évidemment en parler ensemble. En tout cas, en début de semaine, le chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, affirmait que la rébellion était quasiment finie en tant que force militaire. Alors, que vous inspire cette déroute du M23? Faut-il continuer à privilégier la solution militaire ou plutôt, comme le disait hier le président Kabila, en s'adressant à la nation, que malgré le succès militaire, eh bien, ça ne rendait pas caduques les options politiques et diplomatiques. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux et la page Facebook de l'émission. Jean, bonjour. Bonjour. Il y a un léger décalage, c'est normal. C'est le réseau Télécom qui est ainsi. Vous êtes à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud Kivu, et vous saluez, vous, la prouesse de l'armée congolaise. Oui, effectivement, Juan Gomez, nous devons saluer cette prouesse de nos forces armées parce qu'au moins pour une fois, les FARDC viennent de nous redonner un peu de sourire, un peu de la joie. Nous sommes très contents de voir qu'en fin de compte, nos militaires ont prouvé de quoi ils étaient capables en venant au bout de cette rébellion du M23, Juan. Ouais, enfin, vous dites, ils sont venus à bout de cette rébellion. La bataille, en tout cas, plusieurs batailles ont été gagnées ces derniers jours, mais pas encore la guerre, Jean. Pour vous, le M23 est définitivement enterré? Exactement, Juan. C'est pas encore la guerre, toute la guerre qui est gagnée, mais ce que nous saluons d'abord, c'est que cette partie qui est sous l'occupation de cette rébellion repasse encore sous le contrôle du gouvernement congolais. C'est une grande avancée. Bien sûr que la guerre est encore longue parce que le M23 n'est pas le seul groupe armé. Ça, il faut le savoir. Pas le seul groupe armé qui est en activité ici à l'Est. Il y a des groupes armés ici au Sud Kivu. Il y en a aussi au Nord Kivu, en province orientale, même au Nord Katanga. Il y a des groupes armés. Et comme de manière militaire, le M23, comme l'a dit Martin Claubert, que c'est un mouvement presque militairement fini. Et il est maintenant grand temps de voir maintenant, à l'interne maintenant, ici au niveau national, au niveau maintenant entre nous Congolais, qu'on puisse maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire afin maintenant de mettre fin à tous les autres groupes armés nationaux d'abord. Oui. Mais vous parlez comme si le M23 n'existait plus. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les combattants du M23 se sont réfugiés dans les collines alentours, mais malgré tout, ils sont encore et physiquement là, même si ils se savent aujourd'hui affaiblis. Ne raccrochez pas, Jean. Vous êtes en ligne de Bukavu, 98 FM d'ailleurs, si vous nous écoutez sur place. Didier, vous êtes à Kisangani, au nord de la République démocratique du Congo. Oui, Juan. Bonjour, Juan. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Je suis bien à Kisangani. Voilà, il y a toujours ce léger décalage, mais c'est normal avec la RDC. Vous saluez également la prouesse de l'armée congolaise. Il faut encore privilégier la solution militaire à l'heure actuelle ou pas? Effectivement, le chef de l'État l'a d'ailleurs dit que même si nous gagnons sur terrain par la bataille, le chef de l'État a parlé de 3 pistes à explorer. Il y a la piste diplomatique, la piste militaire, ainsi que la piste politique. Je crois que ce que le chef de l'État, Joseph Kabila, a dit, nous devons le prendre à bras le corps.
Parce que même si l'on gagne militairement sur le terrain, il faut terminer par se parler entre Congolais pour que nous sachions ce que nous pouvons faire bien planifier l'avenir de notre pays pour que de tels genres de situations ne puissent plus revenir. Ouais, mais concernant le M23, Didier, il faut donc, si je vous comprends bien, aller jusqu'au bout de l'option militaire et ensuite négocier. Mais négocier quoi, Didier ? Que faut-il négocier exactement avec le M23 ? Sur quel point le gouvernement doit-il céder ? Oui, il s'agit de parler avec les Congolais qui ne feront pas partie de l'armée, qui ne feront pas partie de la branche militaire. Parce que si le M23 est démantelé militairement, mais il y a des Congolais, des civils, qui ont besoin de rester en paix au pays. Alors, on devra donc les écouter pour que l'on puisse prendre ce qui est bon pour le Congo sans toutefois hypothéquer l'intégrité territoriale ou l'indépendance ou la souveraineté de notre pays. Mais vous savez qu'il y a des négociations, certes elles sont suspendues maintenant depuis une dizaine de jours, mais il y a quand même des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, et ce qui bloque encore pour l'instant dans ces négociations, c'est quand même l'amnistie de plusieurs dizaines de dirigeants du M23. Kinshasa évidemment s'y oppose, du coup tous ces hommes ne pourront pas réintégrer l'armée congolaise, c'est-à-dire qu'il faut malgré tout donner la possibilité à ces combattants du M23 d'être amnistiés, de ne pas être condamnés, de pouvoir ensuite rejoindre même l'armée congolaise. La solution passe par cette perspective-là ou pas, Didier ? Juan, vous savez que le M23 faisait encore la tête quand ce mouvement tenait certaines villes de la République démocratique du Congo. Maintenant qu'ils sont affaiblis sur le plan militaire, je pense qu'ils vont revenir au bon sens pour qu'ils ne puissent pas continuer à bloquer définitivement. On ne peut pas amnistier ceux qui sont auteurs de violations graves, des crimes, des droits de l'homme. Je crois que ceux-là, il faut que justice soit rendue. Oui. Mais pour les autres Congolais qui ont suivi le mouvement pour ceci ou pour cela, je crois que avec ceux-là, on peut toujours parler pour voir comment ils peuvent encore être intégrés dans la vie sociale, politique de notre pays. On redonne la parole à Jean très rapidement avant de retrouver d'autres auditeurs. Jean, à Bukavu, l'amnistie pour certains combattants du M23, c'est une solution ou pas, selon vous ? Oui, en fait, Juan Gomez, il faut préciser que nous en avons marre avec ces histoires d'intégration, réintégration, amnistie. En fin de compte, les mêmes personnes retournent encore dans la brousse. Pour nous, nous disons que comme ils sont défaits militairement, bon, à quoi bon encore poursuivre avec un gaspillage du temps à Kampala, de la perte inutile des revenus du contribuable congolais. Il faut aller jusqu'au bout avec l'option militaire. Et après cela maintenant, et poursuivre d'abord les auteurs de tous les crimes contre l'humanité. Vous savez qu'il y a même de fausses communes qui sont en train d'être découvertes dans les zones qui étaient sous contrôle du M23. Oui, mais certaines dateraient avant l'arrivée du M23. On va suivre de près puisqu'elles ont été découvertes récemment. Effectivement, il y aura des enquêtes évidemment menées. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir lancé le débat. Jean à Bukavu, Didier à Kisangani, 33 9 693 70. Jean Hilaire, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Merci pour eux. Il faut négocier avec le M23, c'est votre position? Oui, il faut négocier encore avec le M23. Et moi, dans ma position, je soutiens encore que dans ces négociations, il faut encore intégrer le Rwanda et l'Ouganda donc pour les négociations. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, je salue quand même nos forces armées qui ont combattu là à Bunagana. Mais nous avons appris que les M23 sont partis, ils sont rentrés à Ouganda. Donc, ils sont partis là pour encore se réorganiser, encore pour attaquer l'Est de notre pays. Ouais, je rappelle quand même que le président du M23 dément le fait que ces militaires aient traversé la frontière et soient aujourd'hui du côté ougandais. Hein. Même si des témoins contredisent effectivement cette information.
Non, en tout cas, moi, je ne crois pas à Bertrand Bisimwa. Il est en train de tromper. Donc, comme nos militaires ont attaqué, ils sont partis en Ouganda. Et comme ils sont partis là, ils vont encore se réorganiser pour encore attaquer l'Est de notre pays. C'est comme ça que moi, je propose, comme notre chef de l'État l'a dit hier, il faut encore rentrer au niveau de Kampala, négocier encore avec les M23. Et comme ça, on trouvera une solution diplomatique et politique, sans oublier aussi la solution militaire qui a déjà été trouvée au niveau de... Mais Jean, vous dites qu'il faut négocier avec l'Ouganda et le Rwanda et trouver une solution politique et diplomatique. Mais que faut-il négocier aujourd'hui avec le Rwanda et l'Ouganda? Au fait, le problème c'est quoi? Le Rwanda et l'Ouganda constatent que ils n'ont rien comme minerai et que l'est de notre pays a plein de minéraux. Alors, il faut trouver une solution, donc une coopération d'ensemble. Comment est-ce qu'il faut exploiter ces minéraux-là? Moi, je propose une solution très simple. Les minéraux sont exploités à l'est de notre pays, mais avant d'être cheminés soit en Occident ou bien en Chine, ça peut transiter dans ces deux pays. Et comme ça, les deux pays-là vont bénéficier des taxes et les frais d'embarcation. Et pour qu'ils cessent de venir faire encore la guerre dans notre pays. Voilà un peu la solution que je suis en train de proposer. Ouais. Donc, en tout cas, ça c'est votre solution. Ce que préconisait hier le président Kabila en s'adressant à la nation, discours retransmis à la radio et télévision congolaise, c'est que les pays voisins respectent tout simplement l'accord qu'ils ont eux-mêmes signé en début d'année, accord d'Addis Abeba, 11 États, 11 pays qui s'engagent à ne soutenir, ni financer, ni abriter aucun groupe contribuant à déstabiliser l'Est de la RDC, et que chaque pays de la région respecte évidemment la souveraineté de ses voisins. En tout cas, Maggie, qui est au téléphone, elle est très dubitative sur les derniers événements. Bonjour Maggie. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa et vous êtes très étonné, vous, par la déroute du M23. Oui, je suis très très étonné, très dubitatif, parce que il y a quelques mois, ça semblait être un mouvement rebelle très solide, qui menaçait même de prendre Goma. Et qui a même pris Goma, rappelez-vous, durant plusieurs jours. Oui, quelques jours, voilà. Et quelques mois après, on nous dit que c'est un mouvement fini à cause de quelques victoires. Non, moi je pense que c'était plus des actions politiques qui ont fait que le M23 ait abandonné ses postes, ou bien c'était un consigne politique qui ne voulait pas que l'armée congolaise puisse véritablement attaquer le M23. Et maintenant, comme ils ont eu le feu vert, ils l'ont fait. Je ne peux pas comprendre comment un mouvement qui était capable de prendre une ville comme Goma et de s'y installer pendant plusieurs jours puisse subitement subir des revers et même abandonner ses postes. Et même la MONUSCO annoncer la fin du M23. Franchement, moi, je suis très dubitative et moi, je crois même qu'on nous prépare un autre mouvement, tout simplement. On a le CNDP et qui aujourd'hui est le M23. Donc, je ne crois pas trop. Et vous ne pensez pas que le fait que la MONUSCO, qui n'a pas directement participé au combat, mais qui a permis tout de même à l'armée de mettre en déroute le M23, puisque la MONUSCO, donc les casques bleus, ont fourni aux troupes gouvernementales un soutien logistique, des renseignements, de l'observation, de la planification. C'est-à-dire que là, pour le coup, la MONUSCO était vraiment aux côtés des forces loyalistes. Vous ne pensez pas que c'est peut-être ça qui fait que la donne change aujourd'hui sur le terrain? Mais la MONUSCO a toujours été là. Pourquoi elle n'a pas fait ça depuis longtemps? Depuis que le mouvement M23 a commencé. C'est qu'il y avait des consignes qu'il ne fallait pas intervenir. Mais maintenant, ils ont eu des consignes, intervenez, aider l'armée, c'est tout. Ce n'est pas clair. La MONUSCO a toujours existé. L'armée congolaise a toujours été là. Le M23 faisait ce qu'elle voulait. Mais subitement, la MONUSCO est du côté de l'armée congolaise pour combattre le M23 et le M23 a été mis hors d'état de nuire. Ouais, donc pour vous, il y a anguille sous roche, vous ne comprenez pas. Merci Maggie en tout cas de nous avoir appelés. Félicien, vous êtes également dans la capitale congolaise. Bonjour. Bonjour Monsieur Wan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Merci. L'heure n'est plus à la négociation, c'est ce que vous disiez au standard? Négociation, je pense que ce n'est plus la peine parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de moyens, ça prend beaucoup d'efforts et nous pensons que c'est vraiment du temps perdu là-bas.
je ne pense pas que l'on puisse continuer à négocier avec les M23. Alors que faire? Que faire, Félicien? Que faire alors? Je crois que les Congolais, s'il y a des Congolais dans les rangs du M23, ils doivent se repentir et rentrer au pays, demander pardon. Et on peut voir dans quelle mesure on peut le réinsérer dans la vie civile. Et les autres qui ne sont pas des Congolais, ils n'ont qu'à rester dans leur pays. Et s'ils veulent venir exploiter les matières premières, les ressources naturelles du Congo, ils doivent entrer comme tout le monde de façon légale. Si c'est une société qui entre par des moyens normaux. Légaux, effectivement. Oui. Donc pour vous, on arrête les négociations, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Ne raccrochez pas, Félicien. Vous êtes à Kinshasa, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, échanger, débattre avec l'un de vos compatriotes, Willy, qui est congolais, qui nous appelle de Zurich. Bonjour Willy. Oui, bonjour Juan. Vous dites le contraire, vous dites qu'il faut continuer les négociations. Oui, je pense que le président, hier, dans son discours, a raison. Donc, je pense que même si sur le plan militaire, le FARDC obtienne de résultats positifs, je pense que il faut continuer avec les négociations pour que les enfants égarés, les filles égarées de la République puissent réunir puis ensemble bâtir la paix dans ce pays, quoi. Parce qu'il faut pas oublier. Mais Willy, quand vous dites il faut négocier sur quoi? Quand on voit que jusqu'à présent les négociations traînent en longueur, elles ont commencé il y a quasiment 1 an, elles ont été plusieurs fois suspendues, elles sont à l'heure actuelle encore suspendues. Il y a des problèmes notamment concernant l'amnistie. Il faut céder sur quel point selon vous, Willy? Je pense qu'il y a dans l'est du pays, il n'y a pas que le M23. Bien le M23, c'est le groupe. Il y a des groupes armés nationaux et puis il y a des groupes armés étrangers, quoi. Donc, comme le président a bien dit hier, les FDLR, les ADF, NALU, le RFA, et puis tous ces groupes-là, quoi. Mais concernant les groupes armés nationaux, c'est-à-dire les M23 et les Rai Mutomboki et consorts, tout ça. Ceux-là, on peut s'asseoir autour d'une table, et puis ceux qui n'ont pas, je pense que tout a été dit aujourd'hui, quoi. Ceux qui n'ont pas des reproches, des crimes de sang, tout ça, et puis les autres, ils peuvent regagner la vie civile, quoi. Ouais. Ceux qui ont du sang sur les mains, ce sont eux certainement qui ne voudront pas désarmer et qui continueront. Donc ce ne sera pas une sortie de crise définitive et une paix durable, comme le souhaitent évidemment tous les Congolais. Willy, merci de nous écouter à Zurich. Avant de retrouver Félicien, parce que je lui ai promis de lui redonner la parole, je voudrais qu'on accueille Alain, qui est à Goma. Bonjour Alain. Bonjour Gomez. Bienvenue, merci de nous accueillir à Goma. Il y a toujours ce décalage avec le réseau téléphone, mais je le signale à tous nos auditeurs, c'est normal. Vous venez de nous appeler, vous nous dites, bon, voilà, maintenant les choses vont mieux à Goma. Vous vous sentez davantage en sécurité, vous disiez que les activités ont repris leur cours ce matin. Oui, effectivement, tout va bien aussi dans la ville. Nous sommes réjouis de l'avancée significative de nos forces sur la ligne des fronts. Et sincèrement, aujourd'hui, la rébellion a été écornée, énormément écornée d'ailleurs. Et comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs, moi, vraiment, je suis toujours pour la poursuite des négociations à Kampala. Mais en même temps, nous serons en position de force là-bas parce que la rébellion a été écornée. La rébellion n'a rien à faire valoir sur la table. Et les négociateurs congolais peuvent tout imposer aux rebelles parce que tous sont à débâcle. Ouais. Mais vous dites que le M23 est écorné. Le chef de la MONUSCO disait en début de semaine, c'est quasiment la fin sur le plan militaire pour le M23. Les jours du M23 sont comptés selon vous, Alain? Oui, effectivement, les jours du M23 sont comptés parce qu'ils se sont finalement retranchés sur des petites collines là. Ils ne sont même pas dans une ville ou une cité importante du Nord Kivu. Et cela permettra vraiment encore plus aux soldats des FARDC de se procurer des derniers bastions des rebelles parce que leurs chefs finalement ne sont plus sur les sols congolais. Et pour le moment, je crois que le jour de la rébellion est désormais
on compte déjà, on a des comptes à rebours. Pour vous, c'est vraiment le compte à rebours est déclenché. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous interrompre brusquement, mais on arrive à la fin de l'émission et dommage pour Félicien. On aura en tout cas, c'est promis, l'occasion demain de prolonger le débat. On me dit que vous avez été très très nombreux au standard. 33 9 693 693 70. Demain, vendredi, libre antenne. Donc vous choisissez vraiment le contenu de l'émission. C'est à vous de lancer le débat sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. N'oubliez pas d'ailleurs, la semaine prochaine, RFI à Bamako, mercredi 6, jeudi 7 pour l'enregistrement de plusieurs émissions. Appel sur l'actualité, y sera, nous y serons, nous parlerons de la réconciliation le mercredi après-midi et jeudi après-midi, l'enregistrement portera sur l'opposition malienne. Venez nombreux à la faculté